Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce journal de la Starbase du samedi, avec au programme de ce soir un pas de tir sous surveillance suite au tir statique de lundi dernier, le siège social de SpaceX qui pourrait très rapidement déménager pour le Texas, et une seconde tour orbitale qui se construit plus vite que le dernier meuble que vous avez acheté à Ikea. Enfin, on en reparle dans quelques instants, les premières modifications qu'on a évoquées mercredi dernier et qu'on commence à repérer ici ou là sur la V2 du Starship et sur lesquelles Philippe et Mathias ont souhaité revenir un peu plus en détail aujourd'hui. Bon, vous êtes prêts ? Allez-y, on décolle pour le Texas. Mauricio nous partage ici la photo aérienne du bâtiment qui sera destiné à accueillir les bureaux de SpaceX au sein de la Starbase de Boca Chica afin d'illustrer la récente annonce d'Elon Musk qui a récemment confirmé que SpaceX déménagerait sous peu son siège social situé à Hawthorne, une banlieue de Los Angeles, de la Californie au Texas. Ce dernier justifie sa décision en raison de ce nouveau désaccord qu'il oppose au gouverneur de Californie concernant les lois qui y sont promulguées et qu'il juge dangereux pour ses entreprises ainsi que pour les familles de ses employés. Je cite, « C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En raison de cette loi et des nombreuses autres qui l'ont précédée, s'attaquant aussi bien aux familles qu'aux entreprises, SpaceX va devoir désormais déplacer son siège social de Hawthorne en Californie à la Starbase au Texas. » Alors, est-ce que ces locaux abriteront à terme l'intégralité de la section administrative de toutes les opérations liées au programme Starship ? Affaire à suivre donc, mais l'affaire ne s'arrête pas là, en effet, car dans la foulée, Elon Musk enfonce le clou une deuxième fois avec un autre post dans lequel il précise que le siège social de X, donc l'ancien Twitter, sera lui aussi transféré à Austin au Texas en raison de la violence des gangs qui règnent en maître dans le centre-ville et de la drogue des zombies qui fait des ravages, malheureusement. Oui, je sais les terriens, on avait dit des news légères, chose promise, chose due, et pendant que le monde semble sombrer de plus en plus dans le chaos perpétuel, regardez qui voilà, regardez qui a pris bien soin de vérifier à gauche et à droite avant de traverser. Et oui, il s'agit bien de Star Kitty, telle que l'a rebaptisée Vixie, qui, je ne vous le cache pas, s'est prise d'affection pour ce chat auquel absolument rien ne fait peur. Peu importe le pick-up qui passe devant l'animal, peu importe qu'il y ait un tir statique dans le voisinage, les gigantesques prototypes sur leur plateforme de transport peuvent aller et venir, rien, je dis bien rien, absolument rien ne semble perturber le félin, qui non seulement est toujours en vie, malgré le nombre considérable de chantiers en toujours dans le coin, mais qui en plus semble s'être tout à fait adapté à ses nouveaux voisins. Je vous le dis, solennellement les terriens, non seulement les chats seront bientôt les maîtres du monde, mais en plus, Star Kitty embarquera bientôt sur un Starship à destination de Mars. Je le soupçonne en effet de vouloir être le premier représentant de son espèce là-bas. Rendons-nous ensemble sur le site de lancement, où après le tir statique du booster, le B-12, les équipes de SpaceX s'appliquent à tout remettre en ordre. Le prototype a été soulevé et déposé sur une plateforme de transport pour être rapatrié sur le site de production directement dans le premier méga bay pour inspection. Chose classique, vous commencez à y être habitué si vous nous suivez régulièrement. Les employés de SpaceX vont vérifier naturellement que le premier étage est en bon état et que l'allumage des 33 Raptors sous la jupe de ce monstre d'acier n'a pas impacté les systèmes et les moteurs en eux-mêmes. Pour info, l'année dernière, c'était en tout cas 5 boosters qui avaient pu faire rugir leurs Raptors sur le pas de tir de Boca Chica. Et oui, le système innovant de plancher refroidissant entre les pieds de la table orbitale a permis d'exécuter à la fois le test du tir statique pour les boosters directement sur la table orbitale, sans pour autant détruire le pas de tir, mais aussi de rendre possible les 3 derniers lancements que nous avons pu suivre ensemble en direct. Pour rappel, le premier lancement du Starship avait quand même failli détruire l'intégralité du pas de tir. D'ailleurs, sur le Stage 0, après le départ du booster pour le site de production, des échafaudages ont tout de suite été installés sur la circonférence de la table orbitale afin de poursuivre la maintenance et effectuer quelques réparations, tout en contrôlant également d'éventuels problèmes suite au dernier tir statique du B-12. Mais dans l'ensemble, tout a l'air de s'être bien déroulé. Nous vous ferons parvenir les images de Mauricio dès qu'il aura pris les airs à nouveau afin de vérifier que le pas de tir n'a pas trop souffert.
Notons que juste avant le tir statique du B-12, une fuite sans conséquences majeures a été détectée sur le réseau cryogénique par les équipes de SpaceX. Sur le chantier du second pas de tir, aucune perte de temps et à peine le premier segment soulevé et installé sur la base de la future tour orbitale, c'était déjà au tour du deuxième module d'être attaché à la grue soulevée puis installée. Dans la foulée, le troisième quittait le site de Sanchez pour aller rejoindre les deux autres sur le site de lancement, afin de trouver sa place lui aussi dans ce jeu gigantesque de Lego pour ingénieurs avertis. Enfin, que serait une tour orbitale sans chopstick ? C'est pourquoi les bras, pour rappel raccourcis par rapport à ceux du premier Mechazilla, et qui ont finalement bien été livrés à la Starbase, iront eux aussi bientôt rejoindre l'aire de stockage sur le site de Sanchez. Notez également que les caméras de la Padre ont pu filmer l'ascenseur de l'édifice qui, grâce à tous les dispositifs et équipements intégrés à chaque module préfabriqué de la future tour, a pu déjà être mis en service, permettant ainsi de faire la navette de la base de cette dernière à son sommet. À ce rythme-là, la tour pourrait bientôt voir son assemblage terminé, avant même le 5e vol au début du mois prochain. Alors oui, ne nous emballons pas tout de même, il reste encore pas mal de travail, mais il est incontestable que l'entreprise a vraiment tiré profit de l'expérience engrangée lors de la construction du premier Mechazilla, la première tour orbitale de Boca Chica. Allez, faisons un point sur les prototypes en revenant un peu plus en détail, d'abord sur cette fameuse V2. Nous l'évoquions mercredi dernier, cette première image complète de ce nouveau nose cone, ou coiffe en français, de la V2 du Starship est déjà fort instructive. Et plus nous nous penchons dessus, et plus cette dernière révèle avec précision les principales évolutions de cette partie avant si importante du vaisseau. Mais rappelons-nous d'abord que cette évolution majeure avait déjà été annoncée, et ce dès 2023 par Elon Musk. On ne peut donc pas la considérer comme une suite directe du retour d'expérience du 4e vol. Ainsi, le déplacement des deux ailerons vers le nez de l'appareil correspond plus à un souhait initial d'équilibrer celui-ci sur un plan aérodynamique, un besoin détecté il y a longtemps, qu'à une véritable problématique de résistance thermique du bouclier. Détaillons tout d'abord les principales différences que mettent en évidence les deux images côte à côte de ces deux versions. L'évolution la plus visible concerne l'implantation des deux petits ailerons avant qui viennent se resserrer très fortement sur la partie avant de l'ogive, avec une implantation de leur système d'articulation nettement décalé vers l'extrado de l'engin. Ce déplacement a aussi pour conséquence de mieux protéger le système d'articulation des ailerons des plus fortes contraintes de température dues à la rentrée, en lui épargnant une exposition directe au flux de plasma. La forme des ailerons également est différente, de proportions plus allongées, augmentant un peu l'envergure en position déployée. Rappelons une fois encore qu'il ne faut en aucun cas considérer ces ailerons comme des ailes d'avion avec un rôle de portance. Ce ne sont que des ailerons, destinés à assurer le contrôle de l'orientation du vaisseau lors de sa phase de rentrée atmosphérique. Un autre point visible est qu'il semble beaucoup plus fin et mince que la précédente version. Il semble presque 2 fois moins épais que leur prédécesseur. De nouvelles nuances d'acier ont-elles été utilisées ? Nous ne le savons pas encore. De même pour les capotages aérodynamiques des axes d'articulation qui ont notablement diminué de volume. La couverture de protection du navire par les tuiles thermiques est également différente afin de satisfaire à cette nouvelle géométrie. Concernant le bouclier thermique de cette nouvelle version V2 du deuxième étage, il est possible que celui-ci soit toujours du type de l'ancien modèle, sa fabrication ayant débuté avant le 4e vol et n'intègre de fait pas encore toutes les évolutions actuellement en cours d'implantation sur le S-30. Le nouveau bouclier avec ses tuiles et ses sous-couches plus résistantes sera testé puis validé ou pas lors des prochains essais en vol. Si l'apparence extérieure change, c'est également le cas de toute la structure métallique interne de ce nouveau-né, dont le processus de fabrication a, selon les dires du Techno King, je veux bien sûr parler d'Elon Musk, évolué afin de le rendre compatible avec une production de série. Peu de détails précis ont filtré, sinon cette image prise lors de la récente visite de la Star Factory sur laquelle on voit la nouvelle configuration des deux header tanks en cours d'intégration sur un banc de montage dont la mise au point semble déjà très avancée. La grande tendance des mois et années à venir sera assurément pour SpaceX la recherche d'un processus de fabrication le plus optimisé et le plus rationnel possible car une production en grande série ne peut se contenter d'artisanat. Au-delà de la seule coiffe de l'appareil en elle-même, c'est tout le vaisseau complet, booster plus vaisseau,
qui verra son mode de fabrication dicter ses lois sur la poursuite de l'aventure. Et oui, des soudeurs qui travaillent perchés sur des échafaudages à l'ombre de parasols ou de bâches, c'est terminé. Place à l'industrie high-tech. Au fait, si vous regardez bien sous les ailerons de la nouvelle coiffe de la V2 du Starship, vous ne remarquez rien ? Allez, je vous laisse noter vos observations en commentaire et on en reparle dans quelques instants. D'ailleurs, pour mieux nous rendre compte de ce changement que certains d'entre vous ont peut-être déjà remarqué, penchons-nous sur cette nouvelle section cargo, avec notamment la découpe de la porte. En premier lieu, on remarque que la découpe a l'air plus épurée dans sa forme. Au niveau des extrémités bien arrondies, on notera que des entretoises temporaires de consolidation sont toujours nécessaires afin d'éviter un affaissement de la partie haute de la soute. Une telle porte sera toujours de toute façon un point de faiblesse structurelle. On voit à l'intérieur un complexe équipement électro-hydraulique déjà fixé sur la paroi, probablement destiné à piloter le dispositif de stockage et d'éjection PES des satellites Starlink. Et ce que l'on peut en déduire, c'est que ce vaisseau décollera probablement chargé. Enfin, et c'est ça dont je voulais vous parler tout à l'heure, sur la coiffe de la V2, pas de lifting points, vous savez, ces points d'attache destinés aux palonniers qui avaient été déplacés sous les ailerons du vaisseau pour le soulever. Et c'est normal puisque désormais ces derniers seront déplacés bien plus bas, comme en témoignent ces images, au niveau de la porte cargo. Et oui, le Starship ne sera plus soulevé par le dessous de ses aisselles, mais bien au niveau de la soute. Et n'oublions pas pour ce point prototype d'aller visiter le S-30, le deuxième étage, qui sera propulsé sur les épaules du B-12 lors de ce 5e vol. Ce dernier est toujours dans le high bay, mais vous constaterez cette fois-ci que le bouclier thermique dans sa nouvelle version, disons renforcé, est véritablement bien avancé. On voit le travail colossal qui a été accompli ces derniers temps, avec désormais quasiment la totalité de sa protection reconstituée, et vous me direz qu'il était temps, puisque nous approchons furieusement du mois d'août et de cette 5e tentative. On en parlait tout à l'heure, le nouveau Can Crusher est toujours en construction sur le site de Massey, alors justement, rendons-nous sur place pour voir un peu ce qu'il en est. Sur la gauche de votre écran, ce nouveau tortionnaire d'article test est en train de prendre de la hauteur, à tel point qu'on se demande quand est-ce qu'il s'arrêtera de grandir. Le but, pour rappel, est de pouvoir tester l'intégrité structurelle des prototypes. Mais contrairement à ce que SpaceX avait l'habitude de faire par le passé, c'est-à-dire de se contenter de tester uniquement des petits segments de booster, il s'agirait à présent d'être en mesure de tester une bonne moitié de l'engin, si ce n'est, soyons fous, la totalité. Alors attention, ce ne sont que des suppositions pour l'instant, mais si on se réfère aux nombreux guides qui serviront de fixation et de support pour l'ajout d'autres anneaux et qui ont été récemment photographiés par John Cargill, l'envoyé spécial de l'équipe de What About It, cela semble tout de même assez probable. Mais ce n'est pas tout, car ce nouveau Can Crusher 2.0 est aussi équipé d'un simulateur de poussée qui, comme son nom l'indique également, permettra de simuler la poussée des Raptors afin de vérifier encore une fois la bonne tenue structurelle du prototype. Le site de Massey va donc permettre à terme de tester l'ensemble des premiers étages et d'exécuter les tirs statiques des deuxièmes étages, le tout à l'abri et à l'écart des autres sites. Une organisation nécessaire au vu de l'activité en constante augmentation au sein de la Starbase dans l'optique d'une production de masse du Starship qui ne saurait plus tarder maintenant. Maurizio a pu effectuer récemment un survol au-dessus des différents sites juste avant le tir statique du B-12 lundi dernier justement, et pour ne pas déroger à la règle, il a décidé lors de son live de commencer par décortiquer des images capturées au-dessus du site de Massey. Le site a quelque peu été rincé par des pluies diluviennes pendant et après la tempête Beryl, d'où l'impression d'avoir ici un sol détrempé, avec également, comme le font remarquer à juste titre les équipes de Maurizio, un peu de boue ici ou là, présente un peu partout sur le béton. Est-ce que le Rio Grande a débordé quelque peu de son lit ou simplement la poussière alentour a été drainée jusqu'ici ? Philippe en avait déjà parlé, la proximité du fleuve n'est pas l'idéal pour y installer un site dédié au tir statique, mais vous me direz, rien de nouveau sous le soleil avec SpaceX. Bref, nous ne sommes pas là pour parler météo, concentrons-nous plutôt à présent sur le stand dédié au tir statique des deuxièmes étages que nous venons d'évoquer, là où désormais tous les vaisseaux viendront éprouver leur moteur Raptor avant de grimper sur leur acolyte de booster pour un lancement éventuel. Fait intéressant, pour la première fois, la photo du stand a été prise alors que la porte coulissante au-dessus de la fosse dans laquelle se trouve le déviateur de flamme était fermée qu'à moitié. Autre fait notable, on aperçoit une ligne sombre de démarcation à l'intérieur qui correspond à de l'eau provenant
soit du dernier tir statique, soit, et cela reste plus probable, des eaux de pluie. On voit d'ailleurs des ouvriers se pencher au-dessus de la fosse. Il va falloir continuer de suivre l'évolution du site de Massé de près, car même si cela peut paraître secondaire à première vue, de lui dépend la bonne tenue des tests en amont de tout lancement. Et voilà les terriens, merci encore pour votre participation et pour nous avoir prêté une fois de plus votre œil de lynx pour ce tour d'inspection du week-end. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, et si c'est le cas, si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, et surtout faites bien briller ce pouce en l'air de YouTube. Quant à nous, on devrait se retrouver dès lundi prochain avec un épisode un petit peu spécial sur le James Webb. Je vous souhaite en attendant une très bonne soirée, à très bientôt les terriens.